Alors, j'ai mis là une citation de Pline l'Ancien qui explique qu'on fait aussi du verre blanc, du verre qui imite les pierres précieuses, effectivement. Donc, la plus grande les faveurs des verriers ont toujours été un petit peu dans ces deux directions-là, soit les verres de couleur, soit le verre que nous on appellera blanc. On devrait dire incolore, mais que dans le langage commun des verriers, on va parler de verre blanc par rapport à la couleur qui effectivement est blanche, il n'y a pas de couleur, donc en fait on a une teinte neutre blanche. Alors vous savez, je pense que le terme de cristal provient de la roche, le cristal de roche, puisque le cristal, au départ, le cristallo vénitien, comme le cristal qui est apparu après, voulait en fait imiter le cristal de roche, d'où ce nom un petit peu ambigu, parce qu'il s'agit effectivement d'un verre et pas d'un cristal. Alors la première question qu'on peut se poser quand on fait du verre, quand on veut faire du verre blanc, enfin du verre le plus blanc possible, c'est en fait, on se pose la question des matières premières. D'ailleurs, c'est la seule question que se posaient les verriers de l'Antiquité. C'est uniquement les matières premières. Bernard en a parlé. Et la question, c'est qu'est-ce qui colore le verre? Qu'est-ce qui colore un verre quand on pense n'avoir pas mis de colorant à l'intérieur? Et là, on a une citation d'un certain Bosc d'Antique, qui n'était pas un verrier de génie, mais qui a eu le mérite de publier un petit livre à la fin du XVIIIe siècle, qui parle de cette base martiale, dont les verres sont rarement exempts et qui colore toujours plus ou moins. Alors cette base martiale, on a des explications de la part de Georges Bontemps, qui est quand même un homme du XIXe siècle, que tous les verriers connaissent plus ou moins. Bontemps a expliqué, je pense que ce n'est pas lui qui l'a trouvé, mais il a expliqué dans son livre que la couleur verdâtre qu'affectent tant de sortes de verres est le résultat du fer qui existe dans les sables, les chaux et les alcalins, combinés avec l'effet des matières charbonneuses. Alors là, on voit apparaître déjà un aspect du verre que je vais vous amener à ne pas oublier dans mon exposé. Il s'agit des histoires d'oxydoréduction, on va en parler beaucoup plus souvent tout à l'heure. Donc les matières charbonneuses qui amènent le verre à être plus coloré que quand il n'y a pas de matière charbonneuse à l'intérieur. Et il va un peu plus loin, puisqu'il explique que l'oxyde de fer donne au verre une teinte bleue ou une teinte jaune, et que la teinte jaune a lieu quand le fer se trouve au maximum d'oxydation, alors que la teinte bleue résulte du fer à un moindre degré d'oxydation. C'est 1860, en fait 1862 pour être exact, cette citation. Ça vous donne une idée quand même de ce que savaient les gens du 19e, enfin ce que avait compris parfaitement bien Georges Bontemps à l'époque. Donc les histoires d'oxydoréduction étaient parfaitement... ils avaient compris, sinon complètement... à peu près compris. Voilà, donc il dit ensuite la teinte verte, c'est le résultat combiné de deux silicates composés. Ça, c'est les idées du 19e sur ce genre de situation où on aurait un silicate qui contiendrait les deux espèces fer 2+ et fer 3+. C'est quelque chose qu'ils avaient beaucoup de mal à imaginer. La structure du verre n'était pas tellement bien comprise à ce moment-là, puisqu'il s'agissait de silicates effectivement censés analyser, mais voilà. Alors voilà, je vous présente ici un premier spectre. Il s'agit d'un spectre dans le visible. Et vous avez là-dessus représenté les deux absorptions qui vont donner au verre ordinaire la teinte qu'il a. D'abord l'absorption par le fer 3+, ici, qui frôle l'ultraviolet, la zone de l'ultraviolet, donc en dessous de 380, on est dans l'ultraviolet. Et là, la bande d'absorption du fer 2+, qui, au contraire, elle, est dans l'infrarouge. Donc, dans les compositions que j'ai calculées ici, on a des teneurs en fer assez importantes, de l'ordre de 0,5% en fer, dont 10% en fer 2+. Alors, si on regarde plus précisément ce que ça donne du point de vue couleur, on a en fait... Pour la courbe rouge, un verre qui va être très peu coloré, qui va être jaune pâle. Il y a quand même une couleur, puisqu'il y a une bande d'absorption ici dans la partie bleue. Donc on va avoir le bleu étant à 480 nanomètres, le maximum de tonalité bleue pour l'œil.
Et en fait, donc on va avoir une légère teinte jaunâtre. Par contre, quand on va ajouter du fer de plus, donc la bande de l'infrarouge augmente, en fait, le maximum de transmission du verre va se décaler vers la gauche, vers l'ultraviolet. Et on va d'abord avoir un verre vert, puisque cette gamme de longueur d'onde correspond à une perception de vert pour nos yeux. Et on va enfin avoir du vert bleu si le FeO augmente encore, si cette bande-là augmente encore pour arriver là. On va finir par avoir une fenêtre de transmission uniquement dans le bleu ici, donc le vert va apparaître bleu à nos yeux. Alors on utilise cette capacité qu'a le verre en particulier de couper l'infrarouge ici. Si on met beaucoup de fer de plus, si on a un verre relativement réduit, il va couper beaucoup les infrarouges. Le verre coupe presque toujours les ultraviolets, il y a des bandes d'absorption à cet endroit-là. Et en fait, on va utiliser cette capacité du verre pour fabriquer des verres anti-rayonnement solaire, pour en particulier les vitrages automobiles, simplement en jouant sur les proportions de fer total et les proportions de fer réduit dans le verre. Alors, une particularité quand même du verre qui est assez gênante en réalité, c'est qu'on a un matériau désordonné. Donc on va avoir non pas des bandes fines comme on aurait dans des cristaux, mais on va avoir des patates, pour dire les choses telles qu'elles sont. Donc les patates en question débordent systématiquement sur le visible, ce qui fait qu'on n'a jamais un verre d'une couleur très très précise, mais on va avoir un verre de toute façon, la couleur va déborder, donc on ne peut pas faire un verre qui coupe vraiment l'infrarouge tout en laissant tout le visible libre. Sauf à mettre quelque chose d'autre dessus, une couche qui est une autre espèce de matériau qui va effectivement, pour le coup, pouvoir couper. Alors, ce genre de matériau de verre, c'est ce qu'on voit là en particulier sur les toits des voitures. On a vraiment un verre qui est très 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 verdâtre. Et ça correspond effectivement à ces 0,5% de fer avec une teneur en fer 2 assez importante qui va permettre de couper une bonne partie des rayonnements solaires pour assurer une température, disons, à peu près acceptable dans l'habitacle de l'automobile. On ne peut pas détailler davantage ce genre de choses. Je voulais au passage vous signaler que vos verres colorés pour automobile, la masse du verre en tout cas, ça n'est que du fer. Donc on ne joue qu'avec le fer. Alors on peut un peu moduler les bandes d'absorption du fer 2 en particulier. Alors maintenant, si on voulait, si on peut calculer jusqu'à quelle concentration en fer total ou jusqu'à quelle concentration en fer 2, on peut avoir un verre qui va paraître incolore à l'œil. Alors c'est une question de colorimétrie, je ne vais pas détailler ça ce soir, mais ça se calcule très bien. Et en fait, on peut calculer qu'en deçà de 500 ppm de fer total ou en deçà de 22% de fer 2, si on a 500 ppm de fer total, on va avoir un verre incolore. Et le résultat de ce calcul montre que si on veut obtenir un verre incolore avec des matières premières pas très très pures, autrement dit 500 ppm de fer, qui n'est pas une performance en matière de matières premières, il va falloir maîtriser correctement l'état d'oxydoréduction du fer pour le maintenir en dessous de 22% de fer 2 par rapport au fer total. Alors comment fait-on ce genre d'opération? Eh bien, là, je vois que les choses se décalent sur cet ordinateur par rapport au mien. On va utiliser tout simplement les équations d'équilibre redox, les grands classiques des équilibres redox, sauf que dans notre cas, on va ajouter l'oxygène. On va les écrire un petit peu différemment, on ne mettra pas les électrons comme vous le faites faire à vos élèves, mais on va les écrire de cette façon, ça revient au même. Et on voit la constante d'équilibre qui est l'activité de fer 3, l'activité de fer 2 au carré. Là, l'activité des oxygènes de moins qui représente l'ensemble des oxygènes qui sont dans la matrice du verre, on va dire. Et en dessous, la pression partielle d'oxygène dans le milieu. Là, cette constante d'équilibre, elle est connue, elle varie avec la température selon une loi qui est connue pour le verre sur le calcique, type le verre automobile, par exemple, le verre à bouteille. Et cette fonction va varier
va varier avec la température, ce qui fait qu'on peut calculer le rapport fer2 sur fer total que l'on obtient en fonction de la pression partielle d'oxygène et en fonction de la température qui est imposée au matériau. Alors évidemment, bon, on n'est pas à 100 degrés. Hein. Le verre, ça s'élabore entre 1400 et 1600 degrés, donc on va parler là de températures très élevées. C'est pour ça qu'ordinairement, en solution aqueuse, on parle d'oxydoréduction tranquille, sans rajouter la température. Nous, on a évidemment toujours la température qui vient se surajouter au problème d'oxydoréduction pure et simple. Et vous voyez que vous allez voir que ça a quelques intérêts en termes d'intérêt intellectuel de parler de cette température et de jouer avec. Alors, si j'ai simplement agrandi le diagramme à certains endroits, je trace maintenant la valeur limite pour 0,05% de fer total et je trace voilà, la valeur limite de fer 2 sur fer total et je regarde maintenant à deux températures, à 1500 degrés et 1600 degrés, les températures d'élaboration du verre, quelles sont les pressions partielles d'oxygène que je devrais avoir pour obtenir, grosso modo, ces 0,22 de fer 2 par rapport au fer total. Et je trouve à 1500 degrés une P2O2 qui doit être supérieure à 1/10 d'atmosphère. Autrement dit, il faut que j'ai plus que 10% d'oxygène dans mon verre. Et à 1600 degrés, une pression partielle d'oxygène qui est pas très loin de 1. Autrement dit, il faut qu'on ait un potentiel de génération de gaz. Le gaz qui peut être généré par le verre doit être de l'oxygène quelque part, dans ce cas-là. Alors, quels sont les moyens dont on dispose pour fixer cette P2O2? Ça, c'est des choses assez amusantes. Si vous voulez fixer la P2O2 d'un liquide, de la pression partielle de n'importe quel, gaz, la solution la plus simple, c'est de buller. Vous bullez jusqu'à la fin des siècles avec le mélange de gaz qui vous intéresse, et au bout d'un moment, le liquide va immanquablement s'équilibrer avec le gaz que vous avez bullé à l'intérieur de ce liquide. Voilà. Alors, on peut faire ce genre d'expérience avec du verre, mais quand on fait ce genre d'expérience en laboratoire, on constate que c'est abominablement long. Pourquoi? Parce que tout simplement, le verre est un milieu dans lequel la diffusion est très très lente. D'ailleurs, si la diffusion était rapide, on ne ferait pas du verre, on ferait des cristaux. Donc c'est un peu la contrepartie de la fabrication de verre, qui est quand même quelque part un objet ultra instable en principe. Donc, ce qu'on va utiliser pour faire ça, on ne va pas faire brûler des gaz à l'intérieur. Enfin, plutôt, on va faire brûler des gaz à l'intérieur par une autre méthode. En fait, on va provoquer une réaction chimique à haute température qui va générer des gaz en quantité suffisante pour équilibrer l'ensemble du verre avec ces gaz qu'on va générer. Et on profite de quelque chose qui est extrêmement simple, c'est qu'on va profiter que tous les oxydes de la création, quand on monte en température, ils vont spontanément se réduire, simplement à cause de la thermodynamique qui impose qu'on a une décomposition des oxydes et formation de bulles d'oxygène quand on monte en température. C'est ce qu'on voit sur le diagramme d'Elingham ici. Toutes les courbes sont dans le même sens, ça ne peut pas être autrement d'ailleurs. Alors, on va profiter de ça et on va choisir dans la classification périodique, plutôt d'ailleurs, les verriers n'ont pas choisi dans la classification périodique. Au départ, ils ont pris ce qui leur tombait sous la main, ils ont essayé. Maintenant, on explique un petit peu mieux ce qui se passe. Effectivement, ils ont choisi des espèces qui vont se décomposer et se réduire à haute température en générant de l'oxygène et éventuellement un autre gaz. Alors, dans les systèmes les plus connus, il y a l'oxyde d'arsenic ou d'antimoine, dont on va parler tout à l'heure d'ailleurs, et le sulfate de sodium, dont on n'a pas parlé puisque c'est une espèce un peu plus récente. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces espèces? La forme oxydée, fortement oxydée à S5+, est stable jusqu'à haute température. Et en fait, quand on arrive à haute température, elle se décompose, elle libère de l'oxygène et on crée dans le verre une P2O2 égale 1. Ça permet de faire des verres à haute température ou de toute façon avec une P2O2 égale 1. Le sulfate de sodium, c'est un peu plus complexe parce que l'inconvénient du sulfate de sodium, c'est de générer une P2O2 d'un tiers et une P de SO2 de 2 tiers. Donc vous voyez qu'avec cette
l'oxyde d'arsenic ou d'antimoine plus du nitrate, vous faites automatiquement une PDO2 égale 1, ce qu'on va utiliser en cristallerie en général, parce qu'on ne veut pas du tout avoir un verre réduit. Par contre, en verre solocalcique, type le verre à bouteille, le verre plein, des choses de genre, où on arrive à se débrouiller de ces PDO2 de 1/3, on va travailler avec du sulfate de sodium, qui est quand même un peu moins ennuyeux sur le plan toxicologique malgré tout. Voilà. Alors, simplement, il faut savoir que l'arsenic marche très très bien comme système. Alors, le sulfate de sodium a un autre avantage, c'est qu'on va pouvoir moduler la PDO2 en jouant avec un ajout de réducteur dans le mélange vitrifiable. Et ce faisant, on va pouvoir en fait obtenir toutes les PDO2 qu'on souhaite depuis 1/3, tout au moins, on ne peut pas monter au-delà d'1/3, jusqu'à des PDO2 extrêmement faibles, puisque pour certains verres, les verres ambre en particulier, on est des ordres de grandeur de 10-5 ou 10-6. Donc on a vraiment des pressions partielles d'oxygène très très faibles, et c'est comme ça qu'on impose au verre son état d'oxydoréduction et donc sa couleur. Donc je trouve ça intéressant de se rendre compte que la couleur du verre elle est imposée au moment de l'élaboration, lors de la fusion, et par un processus chimique qui sert aussi à autre chose. D'ailleurs, ces bulles qui sont générées au sein du verre ont un autre avantage, un autre avantage, c'est de touiller le système abondamment, de cisailler le liquide et de faciliter le travail à la diffusion ensuite qui va se charger de l'homogénéisation finale du matériau. Donc je dois dire que l'idée principale des verriers, des anciens verriers, c'était surtout de touiller. C'est vrai qu'on s'est rendu compte depuis que c'était par cette voie-là qu'on équilibrait nos verres et qu'on leur donnait un état d'oxydoréduction fixe. Alors vous allez me dire, enfin vous n'allez peut-être pas me le dire d'ailleurs, mais je vais vous le dire. Bon, d'accord, tout va très bien, mais vous avez des flammes au-dessus de votre verre. Alors c'est que Bernard Gratus a décrit, j'étais pas consciente que les gens avaient fait du four à bassin, en fait, dans l'Antiquité. Mais c'est vrai qu'un four à verre actuel, ça ressemble à ça. On a la surface du verre ici. On a, et au-dessus, on a des brûleurs. Donc on a des brûleurs qui crachent en permanence. Et qui dit brûleur dit consommation d'oxygène, inévitablement. Parce que sinon, on n'introduit pas d'énergie dans le système. Et c'est vrai que la PDO2 qui est imposée par un brûleur, elle est genre 10-4 ou 10-2 atmosphères. Donc c'est des PDO2 assez faibles. Et en fait, là, on va profiter du fait que le liquide est profond. Un four verrier, ça fait 1 mètre, 1 mètre 50 de profondeur. On a une belle piscine de verre, finalement, de verre chaud à 1500 degrés. On a une faible vitesse de diffusion de l'oxygène, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le verre. Et en fait, c'est le contenu du mélange vitrifiable, donc les matières premières qu'on rentre dans le four, qui vont se charger de déterminer l'état d'oxydoréduction du système. Ce qui se passe au-dessus du bain de verre a une influence, comme le reste, mais on arrive quand même à piloter notre état redox avec le mélange vitrifiable en comptant sur cet aspect, cette faible diffusion à l'intérieur du liquide qu'est le verre. Alors, si le verre contient trop de fer, d'abord on en a parlé tout à l'heure un peu, on peut faire de la décoloration physique. Enfin, en l'occurrence, le manganèse fait un peu de la décoloration chimique aussi, c'est-à-dire qu'on va combiner, en fait dans le verre des éléments colorants qui vont finalement boucher tous les trous du spectre. Et ce faisant, vous obtenez à la fin un verre qui n'est plus blanc, donc qui n'est plus à 100% de transmission, on ne sait jamais d'ailleurs avec la réflexion, mais vous avez un verre qui est gris, en fait, qui va apparaître gris à l'œil. C'est ce que raconte ici d'ailleurs Bontemps, qui parle du peroxyde de manganèse. Cela dit, dire que le verre était beau, c'est peut-être vrai dans l'Antiquité, mais moi tous les verres que j'ai pu voir dans les musées ou ailleurs, du temps où on décolorait au manganèse, franchement, ils sont gris. Ils sont même, pour nos yeux de maintenant, gris foncé. Moi, je trouve. Enfin, mais forcément, vous jouez avec les 3 colorants. Alors là, je suis en coefficient d'absorption, je suis en absorbance. Là, j'ai le fer 3+, que je vous ai montré tout à l'heure, dans l'autre sens, parce que j'ai eu une transmission tout à l'heure. Le fer 2+ ici, et là, vous avez le manganèse. Donc, vous voyez, si vous combinez les 3, en jouant bien sur les 3 espèces, vous arrivez à obtenir un verre qui est effectivement une absorption qui va être à peu près plate, enfin, avec
des creux des bosses, mais en fait pour l'œil ça paraîtra gris effectivement. Donc on peut faire ça avec du manganèse. Le seul problème c'est qu'on se paye encore là un problème d'oxydoréduction. Alors qu'il faut maîtriser à la fois le manganèse 3+, le fer 2+, et le fer 3+, et il faut un peu jouer avec tout ça. Et alors là on dispose de séries de courbes qui ne sont pas établies pour le sodocalcique, mais qui marchent quand même pas mal. Donc là on a typiquement le pourcentage d'état de couple à l'état réduit, donc fer 2 sur fer 3, là on a 95% de fer 2. Là on a de l'autre côté la P2O2. Ce sont des couples qui ont été établis à une certaine température pour un verre qui est le verre de stockage des déchets nucléaires, donc qui n'est pas le nôtre, mais ça marche quand même pas si mal. Alors on va jouer avec les courbes. Donc là j'ai le fer 2 et le fer 3, et là j'ai le manganèse 2 et 3, et je vais déterminer les quantités de manganèse, de manganèse 3 résiduel. Je constate là que j'ai très peu de manganèse 3, c'est celui qui m'intéresse, mais j'en ai 1%, 2% à tout casser. Donc il faut que je mette suffisamment de manganèse total pour arriver à compenser ma couleur bleue du fer 2. Et si je ne mets pas la quantité de manganèse suffisante, j'aurai un verre qui ne sera pas décoloré. Donc effectivement, ce genre de décolorant est franchement pas commode à utiliser, d'ailleurs on ne l'utilise plus. Donc ça vous donne ce genre de truc. Voilà, je vous parlais d'un spectre un peu agité. Mais au lieu d'avoir la transmission là, 450, enfin du bleu-vert ici, on a effectivement bouché cette fenêtre de transmission ici, et on a quelque chose qui va apparaître suffisamment gris pour que l'œil ne se rende pas compte. Mais par contre, vous voyez qu'on a baissé la transmission assez violemment, puisqu'on a passé de 91, ce qui est la transmission maxi qu'on peut avoir, à moins de 88%, ce qui se voit. C'est pas invisible, ça se voit pour le coup. Donc le vert va apparaître gris neutre, mais le gris va apparaître... Si vous voyez le vert comme ça, vous n'allez pas le voir. C'est si vous comparez. Voilà. Alors actuellement, on n'utilise plus le manganèse pour une excellente raison, c'est que le manganèse 3 est absolument pas stable jusqu'à 1500 degrés et on n'y arriverait pas. Donc on utilise un autre système qui est le fer, le cobalt. Donc on a ici l'impact du cobalt et ici l'impact du sélénium, effectivement, qui donne une tonalité rouge qui, tout en combinaison, fait qu'on a de fait un spectre qui va nous donner une perception de gris. Donc ça c'est la décoloration. Alors toutes ces colorations, c'est des colorations de métaux de transition. J'ai beaucoup de décolorations dans la métaux de transition. C'est une coloration qui marche exactement comme on est complexe, en solution à queue, c'est du champ cristallin, je ne sais pas si on appelle ça encore comme ça, mais voilà. Et voilà, bon, donc ça vous connaissez ça au moins autant que moi, j'imagine. Voilà, donc ces espèces colorantes de métaux de transition, ça marche comme ça. Et dans le vert, le cobalt va donner du bleu comme dans n'importe quel pigment de peinture, par exemple. Oui, bon ça, passons là-dessus. Donc la valeur des coefficients d'extinction des éléments de transition. Alors Bernard disait tout à l'heure que le cobalt était un colorant violent. Effectivement, là vous avez la coloration par le fer 3 ici, qui frôle le 0. J'ai fait exprès pas de mettre en logarithmique parce qu'on voit moins. Là, il y a la coloration par le chrome. Alors vous voyez, le chrome c'est assez sympathique. Si vous voulez faire du vert vert, vous mettez du chrome et le tour est joué, puisqu'il transmet un maximum à 550, c'est là qu'il y a le moins d'absorbance, et 550 c'est pile le vert pour l'œil humain. Donc dans toutes les bouteilles champagne et autres, il y a du chrome 3, qui va donner la coloration verte de base, et après on ajoute des fioritures autour. Alors là vous avez le nickel qui est une bonne base pour faire actuellement, au moins si on veut, pour faire du vert gris, parce qu'il cache un peu tout, et là le cobalt. Donc effectivement, le cobalt colore violemment, si vous voulez, par exemple dans les flacons d'eau florale qui sont dans les pharmacies, là, les flacons qui sont déjà très très bleus, il y a entre 100 et 200 ppm de cobalt, pas davantage. Donc c'est des quantités très très faibles par rapport aux 0,5% de fer dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui ne donne pas une couleur très intense. Voilà.
Voilà, alors donc la longueur d'onde maximum de l'absorption par le fer dans ces verres sonocalciques, c'est autour de 1000 nanomètres. Alors ce qui est amusant aussi, c'est de constater que cette longueur d'onde, évidemment, elle va varier avec ces fameux, l'environnement chimique du fer en oxygène et la façon dont est agencé le site. Et on va avoir des longueurs d'onde qui vont varier assez fortement. Là, c'est juste quelques exemples. Et vous pouvez avoir des longueurs d'onde maximum. Donc, le bande de fer 2 va se déplacer en fonction de la nature du verre pour se promener entre 1220 et vous voyez là on descend à 950 nanomètres, même pour le verre au lithium. Et les coefficients d'absorption linéaire varient également beaucoup, puisque c'est là pour le coup la dissymétrie du site qui bouge, qui change. Alors une particularité des terres rares, les terres rares c'est les électrons 4F qui donnent la coloration par le même processus que un champ cristallin pareil, mais ils sont très profonds, donc ils sont très peu impactés par la chimie. Donc les bandes vont très peu bouger et comme ils sont peu impactés par la chimie, la dispersion des cycles va moins jouer aussi. Et du coup, on a des bandes beaucoup plus fines pour les terres rares. On a des bandes d'absorption qui sont très proches de ce qu'on a, enfin très proches, non, je ne veux pas pousser, enfin, qui se rapprochent davantage de ce qu'on aurait pour un cristal, par exemple. Une terre rare ou un cristal, c'est vraiment une bande très très fine. Là, on ne peut pas dire que ce soit très très fin, mais c'est quand même beaucoup plus fin que ce qu'on a pour un verre, pour un cation de transition. Alors là, je lis simplement 3 courbes avec trois couleurs. Le néodyme va donner une transmission par là dans le bleu, une transmission dans le rouge. On va avoir du mauve. Le praséodyme va donner un joli vert avec un peu de jaune d'ailleurs, donc assez vert jaune. Et là, le cérium va nous donner effectivement du jaune assez. Bon, les terres rares colorent peu. Hein. Donc c'est pas des bons colorants, enfin bon, si on n'a rien d'autre. Alors, quand on réduit le vert de plus en plus, quand on va faire monter la teneur en fer 2, on voit apparaître une autre couleur bizarre, très intense manifestement, puisqu'à l'usage il faut quelques ppm. Donc on va passer en fait effectivement de cette couleur blanche qu'on a ici à une couleur jaune, enfin ouais c'est pas très, mais enfin c'est jaune ambre, c'est la couleur typique de certaines bouteilles à bière, ou bien encore plus typique Cointreau. Voilà. Les bouteilles Cointreau, les bouteilles carrées Cointreau, ou Saint-Raphaël ou Suze sont des couleurs, des verres au fer, uniquement en fer, qui sont des couleurs de verre réduits, très réduits, puisqu'on va être autour de 10 puissance moins 5. Et c'est du soufre qui est réduit en sulfure dans le fer. Donc le soufre, en fait, va remplacer l'oxygène dans la structure, et on va avoir un transfert de charge sulfure fer 3+. Donc ça se passe entre l'espèce réduite du soufre et l'espèce oxydée du fer, qui va nous donner une coloration très violente, puisque vous voyez là, c'est le fer 2 qu'on avait tout à l'heure. On a 30 comme coefficient d'extinction. Pour la couleur ambre, on est à 30 000, hein, donc il n'y a pas photo. Alors, on travaille avec des dixièmes de pourcent pour la couleur du fer 2, on travaille avec des ppm pour la couleur des sulfures. Alors la particularité, c'est qu'il s'agit de sulfure de fer 3, c'est-à-dire, tout le moins il faut des sites fer 3+, en même temps qu'on a des espèces sulfures dans le verre, donc on a un peu une espèce d'incompatibilité, puisqu'on a l'état oxydé pour le fer qui est absolument nécessaire, et l'état réduit pour le soufre. Et effectivement, là, il va falloir également trouver le bon état d'oxydoréduction, et on peut travailler avec ça. En fait, en pratique, pour rien vous cacher, on ne travaille pas avec ça, on travaille au pif. Mais on peut expliquer notre couleur comme ça, disons. Voilà. On a en fait, pour avoir un certain quantité de sulfure, il faut un minimum de fer 2, voilà. Donc on sait qu'on ne pourra pas faire de sulfure tant qu'on n'aura pas 70, 80% de fer 2 pour avoir la quantité de sulfure de base, pour obtenir la couleur qu'on souhaite avoir. Je ne vais pas détailler davantage. Alors, un des problèmes qui se pose aux verriers, qui est vraiment critique, parce que dans l'Antiquité, on avait plein de techniques pour faire des verres jaunes, orangés, rouges, vifs et tout ça, enfin, en principe assez vifs, l'antimoniate de plomb, etc., des trucs comme ça. Bon, c'est sympa, ça met l'antimoniate de plomb, ça réunit tout ce qu'il faut, tout ce qu'on peut pas dessus. L'antimoine et le plomb. Donc, c'est pas possible. Donc, il y a des couleurs qui sont devenues
difficile à obtenir. Parce que pour faire un rouge orangé jaune, mais une couleur vive, hein, c'est pas une couleur... le vert ambre de Saint-Raphaël ou de Suse ou de Cointreau est un vert foncé, hein, c'est un vert jaune foncé quand même. Hein. Donc c'est pas ce qu'on peut appeler du jaune éclatant. Hein. Voilà. Alors ce qu'il nous faut, c'est effectivement une bande d'absorption qui soit comme ça, là, tout ça dans le proche de début du visible, en bleu. Et puis dans le vert, et puis que ça grimpe bien droit pour laisser passer toute la suite et qui va donner effectivement une coloration jaune. Un jaune rouge. Alors il y a une solution il y a quand même des solutions qui ne sont pas tellement commodes mais qui existent. C'est le vert rubis au cuivre ou le vert rubis à l'or. Là pour le coup on n'a plus du tout affaire à des colorations par via les métaux de transition, via le jaune cristallin, c'est plus du tout ça. Ce qu'on va avoir à faire, les colorations par diffusion de la lumière sur des agrégats de cuivre métallique ou de CU2O ou de CU2O, oui, ou d'or. Et ce qui va compter à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la loi de Lie ou ses dérivés. Et ce qui va compter, c'est la taille, le type, et la densité et la quantité d'agrégats qu'on introduit, la densité de particules qu'on introduit, qu'on génère dans le verre. Et vous voyez là à droite qu'effectivement le rubis à l'or par exemple, on a trouvé une absorbance bien raide ici, qui va laisser passer toute la partie rouge, jaune rouge. Donc on va effectivement avoir un joli vert rouge. Et alors là, je vous ai mis à côté le jaune à l'argent, qui donne aussi une très belle couleur jaune. Le problème, c'est que mettre de l'argent dans... Enfin, aussi bien l'or que l'argent, on ne peut pas mettre ça dans des fours industriels. En fait, ce qu'on fait, on fait des pépites d'or ou de l'argent déposé au fond, des choses de genre. Donc c'est deux couleurs, l'argent et l'or, qui sont quasiment impossibles à utiliser industriellement. Par contre, on fait du rouge au cuivre. On sait faire du rouge au cuivre dans des conditions un petit peu acrobatiques. Alors, parce qu'il s'agit de cuivre réduit. Alors, la technique est marrante. Hein. Je voudrais attirer votre attention là-dessus. C'est très amusant, c'est un joli problème d'oxydoréduction aussi. Lors de la fusion, en fait, on a Cu+ ou Cu2+ dans le verre et on introduit simultanément de l'oxyde d'étain qui, lors de la fusion à haute température, comme tous les oxydes encore une fois, va se transformer en SN2+, en formant de l'oxygène au passage. Ça, on s'en fiche un petit peu parce qu'en général, on met autre chose avec. Et ce qui se passe, c'est que quand on va recuire à 600 degrés le matériau, le cuivre plus va se combiner avec SN2+, pour donner du cuivre 0 et du SN4+. Tout simplement parce que, en fonction de la température, les courbes de stabilité des espèces SN2+, SN4+, et cuivre 0, cuivre plus se croisent. Et donc SN4+, à basse température, enfin, ce que j'appelle moi basse température à 600 degrés, est beaucoup plus stable que ne l'est le cuivre plus ou le cuivre 2+. Donc en fait, alors, lors de la recuisson du verre, on va former les espèces cuivre 0 qui vont précipiter et donner la couleur rouge. Donc ce sont des verres qui sont blancs quand on les coule et qui ne deviennent rouges que lors de la recuisson à 600 degrés. Et ça par le jeu de cette acrobatie oxydoréductrice entre le cuivre et l'étain. Donc une des espèces indispensables à la coloration rouge, il y a d'autres trucs qui vont aider, mais une des espèces très indispensable, c'est l'étain dans ce système. Il n'y a pas beaucoup d'autres couples que l'étain 2, l'étain 4 qui peuvent se comporter de cette façon. On l'utilise dans d'autres verres, d'ailleurs à d'autres occasions que celle-là. Mais enfin, c'est une des occasions. Alors, le jaune à l'argent, c'est une précipitation d'argent métallique sous forme de nanoparticules. C'est ce qui s'appelle en vitrail la cémentation à l'argent. C'est comme ça qu'on a fait une grande partie, bon, j'allais dire tous les vitraux qui sont jaunes. C'est une belle couleur jaune vif et c'est une couleur de surface. En fait, on fait pénétrer de l'argent à l'intérieur du verre en mettant une pâte contenant nitrate d'argent ou d'autres trucs d'ailleurs. Du moment qu'il y a de l'Ag+, c'est bon, qui s'échange avec le sodium du verre
Le sodium du verre a tendance à bouger. Hein. C'est lui d'ailleurs qui fait l'altération du verre. Hein. C'est pour ça que les verres riches en sodium sont des catastrophes en matière d'altération. Là, on échange le sodium contre l'argent. L'argent rentre à l'intérieur du verre, le sodium sort. Et en fait, là encore, on utilise soit le fer de plus qui a été introduit dans le verre, qui est dans le verre, pour réduire l'argent plus en argent zéro lors du traitement thermique, soit d'ailleurs l'étain. Parce que, par exemple, un verre flotte qui contient de l'étain donne une coloration à l'argent très facilement. Il n'y a même pas besoin de grand-chose. Donc en fait, c'est une couleur, là encore, qui utilise cette propriété de l'étain ou du fer un peu moins, mais de l'étain, de basculer à basse température pour finalement s'oxyder aux dépens des espèces réduites qui sont à l'intérieur. Alors c'est comme ça d'ailleurs, c'est même un peu le même phénomène qui marche quand on fait des verres photosensibles, hein. Sauf que là on fait intervenir des photons, puisqu'on a l'argent, enfin tout au moins on a le cérium 3+, qu'on introduit dans le verre, qui va capter les photons, passer en cérium 4+, libérer un électron, et en fait l'argent plus qu'on a mis dans le verre va capter cet électron et passer en Ag0 et précipiter, et va vous donner cette coloration sombre qu'on observe sur les verres photosensibles. Alors ce phénomène-là dépend du temps d'irradiation, donc du nombre de photons qu'on fait rentrer à l'intérieur du verre évidemment, de la teneur en argent du verre et puis de tout un tas d'autres paramètres. C'est un système là encore de réduction in situ à haute, enfin là on l'espèce pas tellement d'ailleurs, enfin si, là à haute température quand même, mais il y a d'autres alors de nouveau les terres rares, quand on veut faire du rouge, l'herbium c'est pas mal. C'est la courbe mauve ici, puisqu'on va effectivement avoir une énorme bande ici qui va nous transmettre pas mal du rouge. Le seul problème c'est que si vous colorez avoir une toute petite teinte rose avec de l'herbium, il faut déjà en mettre 2%. Alors l'oxyde d'herbium, c'est une terre rare, en tant que terre rare, je ne sais pas qu'elles soient tellement rares, mais elles sont difficiles à séparer les unes des autres, donc ça coûte extraordinairement cher. Donc franchement, c'est bien pour des utilisations niches, mais pas pour du verre en grande quantité. Alors il y a une autre solution qui est bien connue, qui marche hyper bien, mais qui a quelques inconvénients majeurs. Donc, qui fait utiliser du cadmium qui n'est pas positivement bon pour la santé. Les sulfoséléniures de cadmium, on arrive à faire des trucs comme en peinture, hein, extraordinairement orange, jaune, rouge, tout ce qu'on veut. Alors, il y a beaucoup de peintures au cadmium, en sulfoséléniures de cadmium. C'est les exemples que je vous ai mis là. En fait, bon, on peut très bien maîtriser ces couleurs, c'est pas très compliqué même, mais c'est encore des couleurs réduites, mais on sait les faire. Le problème, c'est que c'est extraordinairement toxique. Hein. Alors, c'est pas toxique quand elles sont dans le verre. Le problème, c'est qu'il faut penser aux gens qui les manipulent. Donc, alors on va me dire, il y a des gens qui me disent, oui, mais on peut faire préparer les machins en Chine ou je sais pas où, mais quand même, il y a quand même quelqu'un un jour qui va manipuler le cadmium. Donc non, industriellement, franchement, non, on n'utilise plus ce genre de truc. Et moi, j'avoue que quand je croise sur ma route des verres jaunes, orangés ou rouges vifs, je suis sûre qu'ils sont faits au cadmium, ou bien alors c'est des couches polymères dessus, et je ne veux pas en acheter. Voilà. Il y a sûrement des gens qui les ont manipulés à un moment donné, et non. Bon, même pour la peinture, je fais de la peinture, alors, mais même la peinture, le tube de cadmium, voilà. Donc pour les jaunes très vifs, orangés et rouges, il n'y a franchement pas de solution facile à mettre en œuvre. Malheureusement, une des utilisations c'était les phares automobiles, et ils sont passés aux couches organiques, triste chose, mais bon, ils sont venus me voir il y a une dizaine d'années en me disant vous n'avez pas une solution. Je leur ai dit écoutez, tout ce que j'ai à votre disposition c'est ça. Ils utilisaient du cadmium, ils n'ont plus voulu en mettre, ils sont passés aux couches organiques. Alors ça n'est plus du verre en masse, c'est une couche, bon, c'est très bien. Hein. Alors oui, il y a l'uranium. L'uranium, c'est très joli. C'est même pas tellement toxique si on prend l'uranium à Pondy. Hein. Je veux dire, on n'est pas obligé d'utiliser celui qui va crépiter
sous les compteurs légers, non, c'est pas indispensable. Ça existe, moi j'en ai vu du verre à l'uranium, c'est pas... L'ennui c'est que acheter du uranium dans le commerce, c'est pas possible quoi. Personne ne veut en vendre, alors voilà. Mais c'est dommage, parce que ça donne un jaune fluo assez genre les stabilos, vous voyez. Alors maintenant, quelques problèmes pour mettre le verre en couleur. Si vous voulez, par exemple, vous avez un four qui fait du verre blanc, un four qui fait des bouteilles blanches depuis, enfin peu importe depuis combien de temps, qui fait des bouteilles blanches. Vous voulez, pour une raison, parce qu'on vous demande des bouteilles vertes. Alors la solution du verrier, c'est de changer de teinte. On va changer de teinte, alors on met la nouvelle teinte dans le four, puis on attend que ça se passe. Le problème, c'est qu'un four de verrerie, c'est de très grands réacteurs à l'échelle du réacteur chimique ordinaire, puisqu'un four à bouteille, c'est 150 m² sur 1,20 m de hauteur, donc on a 600 tonnes de verre dans le four. Autrement dit, on a une journée et demie de production. Pour un four à verre flotte, c'est pire encore, il y a 400 m² de surface, 1,50 m de hauteur, 1500 tonnes de verre, 3 jours ou 2 jours, 3 jours de production. Donc en fait, le tonnage qui est dans le four à l'instant T représente plus d'une journée de production. Alors si vous faites un calcul de génie chimique vraiment ultra basique, qui marche très bien d'ailleurs, si on veut complètement changer la teinte du verre, il va falloir 2 jours en verre à bouteille, il va falloir 9 jours en verre plat, au minimum. Si encore on peut tolérer des résidus de colorants, parce qu'on n'est pas à 100% du changement de teinte à ce moment-là. Ça veut dire qu'on va faire 2 jours de calcin. Calcin, chez nous, c'est du verre de rebut. Il va falloir qu'on arrive à casser quelque part, qu'on pourra pas vendre. Et en verre plat, c'est 9 jours de calcin en verre plat, 5000 tonnes de verre acheté, bof, plus le combustible, plus la main-d'œuvre, plus tout. Alors on ne peut pas faire ça tout le temps. Hein. C'est une opération qui est impossible. Donc en fait, il y a une solution de faire payer le verre très cher. Ça serait vraiment très cher. Hein. Donc en fait, ça en pratique, c'est difficilement imaginable, sauf pour Dior ou bon. On peut faire. Alors la solution la plus couramment utilisée, que j'ai pas mis dans mon transparent, c'est que les fours fassent une seule teinte, hein, si on peut. C'est l'idéal, c'est-à-dire qu'on ne change pas de teinte en cours de route dans leur vie. Donc il faut savoir qu'un four à verre plat à l'heure actuelle, on arrive à 18 ans de fonctionnement sans arrêt, 18. Autrement dit, le four, on l'allume maintenant, et dans votre carrière, vous n'avez le temps d'en voir qu'un nouveau, quoi. 18 ans, en gros. Il y a des responsables de fusion qui n'ont jamais vu leur four à l'arrêt de leur temps de séjour dans l'usine. Un four à verre creux, ça dure 12 ans maintenant. Donc c'est à moins de degrés un peu pareil. Pendant 12 ans, il marche sans arrêt, on met du mélange rectifiable dedans, on sort du verre à la sortie. Et ça ne s'arrête pas. 365 jours par an, 24 heures sur 24, pendant ces 12 années. Voilà. Pourquoi je disais ça? J'en sais rien. Oui, François Autain, ça n'a rien à voir avec le sujet, on va dire. C'est juste un aparté. Donc, une des solutions, oui, donc on pourrait spécialiser les fours, effectivement. C'est un peu ce qu'on essaye de faire, mais sur une période aussi longue, on ne peut pas. Donc, il faut bien changer de temps en temps. Alors, sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du verre blanc, on passe au départ dans le four, et puis après, on fait couler le verre, et on va mélanger des colorants dans le verre pour obtenir des verres colorés. Alors on ne peut pas faire toutes les couleurs, en particulier on peut faire des couleurs très intenses, parce que la dissolution du colorant est lente quand même. On retombe sur le même problème, la diffusion est lente dans le verre, parce que c'est un matériau qui est très visqueux, la diffusion est lente, quoi, tout simplement. Donc ça se mélange difficilement. Mais on arrive quand même à faire toute une batterie de couleurs assez sympas. Donc vous envoyez dans le commerce, si on a des couleurs, des bouteilles de vin en particulier, de couleurs un peu palichonnes, on va dire pas très intenses, mais le plus intense c'est le bleu, sur pareil, hein, c'est le cobalt parce qu'il suffit d'en mettre peu, mais voilà. Alors les autres solutions, c'est évidemment l'émaillage, alors qui se pratique depuis la nuit des temps.
c'est principalement pour décorer. Hein. Alors, un émail, tout à l'heure, une des grosses différences entre l'émail et du verre, c'est que dans un émail, on ne dissout pas les pigments dans la structure du verre. Quand je vous parlais de métaux de transition qui se dissolvent, ou des nanoparticules de cuivre, tout ça est injecté dans le plan liquéfiant, il est complètement dissous lors de l'élaboration, il ne reste plus de traces de la structure des espèces qu'on met au départ, il n'y a plus rien de tout ça, c'est un immense silicate fondu. Par contre, dans le cas d'un émail, on conserve les pigments. Les pigments, l'oxyde de cobalt, l'oxyde de fer, tout ça va demeurer intact. Enfin, le plus possible intact, parce qu'on inclut tout ça dans ce qu'on appelle une frite de verre, dans un verre très fusible, au plomb d'ailleurs, jusqu'il y a 15 ans. Maintenant, c'est des verres en bismuth aux zinc ou autre, pour éviter de mettre du plomb. On est condamné aussi à ça, on retire le cadmium aussi, mais bon. Et on fait fondre, et on met tout ça, et en fait on fait fondre l'émail à peu près aux températures pour la cuisson du verre, donc vers 500 degrés. Il ne faut pas monter trop haut, il ne faut pas que la bouteille se ratatine sur elle-même. Donc on ne passe pas au-delà de la transition vitreuse du verre, donc on reste dans la mesure du possible en deçà de la transition vitreuse, du passage du verre de l'état solide à l'état liquide évidemment, sous peine de voir l'objet se déformer. Donc là, je vous ai mis deux émaillages qui sont un là très récent, celui d'en haut, et évidemment plutôt ancien en bas. C'est quand même une technique. Pour moi, la grisaille, c'était un peu un émail aussi, mais enfin bon. Alors, il y a une autre solution aussi qui ne concerne plus directement le verre, bon, déjà l'émail, c'est un peu la limite, c'est le dépôt d'une couche. On peut déposer des couches organiques, des couches sol-gel, des couches de toutes sortes. Donc il y a quand même dans le commerce des vases orangés, jaunes et tout ça qui sont en fait des verres blancs recouverts d'une couche, qui est peut-être plus acceptable, encore il faudrait voir ce qu'il y a dans les couches. Voilà. Alors, j'ai fini mon exposé type couleur. Alors, s'il y a des questions, la suite, c'est plutôt, comment dirais-je, sur Saint-Gobain Recherche et ce qu'on y fait. Parce que je me suis dit que j'avais affaire à des professeurs de physique-chimie et que je voulais vous montrer un peu qui on est. Voilà, histoire que vous fassiez de la pub. Voilà, alors on soit des 100 principaux groupes industriels dans le monde, c'est une chose. C'est vrai que c'est typiquement ce qu'on appelait, on ne dit plus maintenant multinationale, mais enfin c'est pas bien, hein, mais en fait c'est une multinationale, enfin, c'est clair, même si il y a un quart des salariés qui sont en France. Alors les grands pôles de Saint-Gobain, il n'y a pas que le verre, mais je dirais que si vous regardez bien, vous ne trouvez pas le verre du tout. Parce qu'on a réorganisé, Saint-Gobain a été réorganisé en pôle axé sur l'habitat. Alors sauf le dernier que vous avez à droite, là, parce qu'on a toujours la demande de bouteille dans le bout. Parce qu'il y a quand même leur vie, alors dans les temps de cours, c'est plutôt bien. Donc ils restent dans le groupe, mais ils sont voués à quitter le groupe. Sinon on fait du vitrage ici, dans les matériaux innovants, ce qui est bon, ça se discute, on reste comme ça. Matériaux de performance, c'est plutôt des céramiques sophistiquées et autres. Les produits pour la construction, alors on ne sait pas toujours, mais placo-plâtre, des Saint-Gobain, comment dirais-je, je ne sais pas si c'est là-dedans, Weber aussi, les bétons Weber. Et en fait, on fait de la distribution aussi dans le bâtiment, puisque la Perre, c'est Saint-Gobain aussi, et Pointé aussi, par exemple. Ça, c'est des exemples. Donc voilà, très bien. Je ne saurais trop vous encourager à aller voir les produits Saint-Gobain, mais on essaie de faire un nouveau site. Donc là, il y a 3700 personnes en recherche à Saint-Gobain, ce qui n'est pas extraordinairement important, enfin c'est quand même pas mal quand même. Alors Saint-Gobain Recherche, c'est un site historique qui a été construit par Saint-Gobain en 1862. Qui est un bâtiment très très long, 400 mètres de long, qui a 19 travées. C'est des vieilles halles de stockage de produits chimiques. Hein. Il y a 29 000 m² de labos et de bureaux, etc.
Voilà, donc alors le centre de recherche de Saint-Gobain est né en fait en 1921, donc dans quelques années on arrivera à la centaine d'années du laboratoire des glaces de Saint-Gobain qui a été créé place des Saussaies à Paris. Et puis après ça a été ininterrompu jusqu'à la création de Saint-Gobain Industrie, de la dissolution de ce qui s'appelait Saint-Gobain Industrie, qui regroupait toutes les branches industrielles de Saint-Gobain, et la création de Saint-Gobain Recherche à ce moment-là. Donc on s'est installé petit à petit sur le site de Bervilliers à partir de 1962. Alors voilà l'évolution du bâtiment. Donc si vous venez maintenant, ça ressemble à ça. C'est bon. Et ça ressemblait à ça en gros quand je suis arrivée d'ailleurs. C'est joli, hein. L'architecte, c'est une dame, d'ailleurs, elle a fait un beau travail de rénovation. C'est assez sympa, il faut connaître que c'est assez sympa. Voilà. On a donc des compétences clés, en sens qu'on travaille principalement sur le verre, mais les matériaux de construction aussi. Il y a d'autres laboratoires de recherche à Saint-Gobain. Et alors, on est 400 maintenant, 450 ou 400, un peu moins d'ailleurs, parce que bon, par les temps qui courent. L'âge moyen, c'est 36 ans, ce qui est très bas. Donc c'est très faible hein, comme âge moyen de population. Il y a presque 40% de femmes, qui est très haut. On a 20 nationalités. Effectivement, pratiquement tous les chercheurs, les 250 chercheurs qu'on est, on est à 87% des docteurs. On dépose de l'ordre de 90 brevets par an. Et alors, ce qui est amusant à Saint-Gobain Recherche, c'est la multiplicité des domaines de compétences. C'est-à-dire que, si vous voulez, j'ai jamais eu à résoudre une équation différentielle de ma vie. J'ai toujours trouvé la personne dans ce SGR qui savait me la résoudre à ma place. C'est très bien comme ça d'ailleurs, parce que franchement, bon. Et voilà. Donc c'est un milieu tout à fait intéressant pour ça. C'est parce qu'on trouve des gens de tous les métiers. De la physique, chimie, maths, etc. Et c'est très stimulant en fait, parce que je ne résous pas une équation différentielle qui se propose, j'en ai beaucoup, hein, qui se pose à moi, mais néanmoins je sais que ça existe, et comme je sais que je pourrais les faire résoudre, j'envisage de m'en servir, vous voyez, ce qui est très agréable. Voilà. Alors on est évidemment, comme un peu toutes les entreprises de genre très axées grandes écoles, il faut reconnaître, mais bon, mais voilà, il y a quand même 25% d'universitaires, ce qui n'est peut-être pas beaucoup, mais c'est peut-être mieux que... voilà, au niveau d'études et spécialités des techniciens, c'est intéressant aussi, on embauche des gens souvent en bac+3 à l'heure actuelle, sachez-le pour vos étudiants, vos élèves futurs, mais il y a de la place pour eux et on en cherche, toujours. Voilà, et puis il y a un site internet où vous pouvez trouver des détails supplémentaires. Voilà, voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, ou alors il est peut-être quand même très 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 tard. Je ne sais pas. 6 heures. Oui. J'ai pratiqué un stage d'hémocircuit. Et dans ce stage, vous avez fait des La frite? Oui. Et on a fait des licence de... Oui, sur le cuivre, oui. On ajuste en fait la composition de la frite des balles à la nature du substrat. Donc il y a des frites, il y a des émaux pour verre, des émaux pour céramique, des émaux pour métal du cuivre, des émaux pour autre chose, pour la fonte, etc. Et ça décrit pas la structure du pigment? Non, en principe, alors, la frite en fait peut dissoudre un peu le pigment, mais là encore, on a l'avantage de cette histoire de diffusion qui est très faible. Donc il y a une interaction entre le pigment et la frite, certainement. On a déjà regardé pour le verre, hein, parce que nous on fait déjà pas. Je vais faire le voyage sur verre, sur vitrocéramique, c'est un peu plus chaud déjà. Les pigments, on les retrouve, hein, c'est quand même des oxydes assez costauds, on ne monte pas à 1500 degrés. Hein. Donc on les retrouve en général. Mais c'est bien les pigments qui colorent, hein. C'est pas la frite qui
quand on applique la loi de Berlin vert, c'était bête, hein, mais ça ne suffirait pas. Parce qu'on en met une fine couche, ça ne serait pas suffisant. Donc vraiment qu'il y ait des particules solides à l'intérieur de la couche d'émail pour donner une coloration. C'est pour ça que le fer, par exemple, dans un émail, c'est rouge, parce que c'est du Fe2O3 à l'état Fe2O3. Voilà. Pas à l'état fer 3 ici dans la matrice silicatée. Ça ne suffirait pas. Voilà, donc on a juste la déposition de la fibre. C'est un domaine, à mon avis, très amusant. Malheureusement, et je disais tout à l'heure sur les émaillages, c'est que c'est un métier différent. Et les émailleurs font leurs frites et... Bon, on n'a jamais eu l'occasion vraiment de... Enfin, j'ai fait un peu de frites pour des céramiques, mais pas beaucoup. Ouais. On va faire des verres pour tout. Voilà, s'il y a d'autres questions. Si. Comment on gère la couleur pour les verres de récupération? Ah, pour les verres de récupération. Par exemple, quand on déverse 90% de calcin ménager dans nos fours à bouteille, ce qu'on fait, eh bien on gère la couleur avec les... On a 5% de calcin, 90% de calcin ménager, de ce que vous mettez dans les... Hein. Ouais, c'est quand même trié un peu. Hein. Ouais, c'est un peu trié, papier, vol papier, on s'en fiche un peu, mais les bouchons... Différentes couleurs de verre, c'est... Non, alors on commence à trier les couleurs. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met tout dans le verre vert. Et puis on ajuste la couleur avec les 5% de composition restante. Parce qu'il y a 90% en gros de calcin ménager, 5% de rebuts en tout genre qu'on connaît, et 5% résiduel. Donc on ajuste tout le reste avec les 5%. Ça marche. Alors ce qu'il faut savoir, ça paraît un peu bizarre quand on réfléchit pas tant que ça, le calcin ménager ne fluctue pas très vite. Il y a des saisons où il y a plus de blanc et d'autres saisons où il y a plus de blanc. Mais c'est pas une grande saison sur plusieurs mois. Donc en fait, la fluctuation, elle est dans le fond tout à fait gérable. Il ne faut surtout pas une fluctuation lors de la journée ou de la semaine, parce que ça, on ne sait pas s'en tirer. Vu les temps de réponse de nos installations, c'est pas possible. Mais là, sur quelques mois ou semaines, on sait très bien corriger la teinte en permanence. On fait d'ailleurs, pour d'autres raisons, on a des variations de matières premières et autres, donc on fait des corrections tout le temps. Alors dans nos usines, les gens mesurent la couleur, la spectro, tous les matins, 3 fois par jour. D'ailleurs, il y a un gars qui a un spectrophotomètre, tout à fait comme tous les spectrophotomètres de la création, qui découpe ses verres et il passe, il fait sa spectrophotométrie et il calcule, enfin, il calcule la couleur et il regarde si ça colle avec les tolérances du marché, enfin, du client, des fois, sinon de ce qu'on a le film. Voilà, donc c'est la spectrophotométrie, c'est vraiment pour la couleur, dans toutes les usines sont équipées de spectrophotomètres. Hein. C'est un outil indispensable. Non, le calcin ménager n'est pas trop un problème à ce niveau-là. Parce qu'il ne fluctue pas vite. Des verres anciens peuvent donc être très vite. Si on a des vieux flacons, des vieilles vaisselles, c'est ça qui... Alors, en principe, ce qu'on n'aime pas, c'est avoir du cristal dans nos conteneurs à verre. Si c'est du verre sonocalcique, du 19e siècle ou du début du 20e, n'importe quand, c'est le même. J'allais même dire, le verre romain, c'est le même que celui qu'on a maintenant. Donc, on a pas fait. Voilà. Par contre, ce qui est très ennuyeux, c'est le cristal. Parce que le cristal contient du plomb. Effectivement, on a dit tout à l'heure, c'est 33 pour baccarat, 24 pour arc, enfin, ce qu'on disait en faisait. Et puis, alors, il n'y a pas que le cristal qui contient du plomb, il y a aussi les anciens tubes télé, des trucs comme ça. Mais bon, ceux-là, on les a plus trop sur le dos. Le problème, c'est que le cristal, enfin, il y a combien de cristal qui arrivent dans le conteneur à verre? Le cristal introduit du plomb dans le mélange liquifiable et on essaye d'évacuer le plomb par tous les moyens. L'ennui, c'est qu'on a 90% de recyclage. Donc ce plomb qu'on sort dans la bouteille à hauteur de 100 ppm, eh ben, il va rentrer dans la bouteille à hauteur de 90 ppm, plus ce qui va revenir en plus, et en fait, on n'en finit pas. Donc dans les années 80,
on a fortement baissé le taux de plomb en retirant les collerettes. Les collerettes, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, ont changé. Les habillages de bouteilles de champagne sont passés d'un matériau très souple et assez dense, qui contenait pas mal de plomb, à un matériau, c'est de l'alu, avec du plastique, même éventuellement maintenant. Donc ça ne nous gêne pas. Mais on traîne le plomb de ces collerettes depuis ce moment-là. Parce que nos fleurs étant recyclées en permanence, on n'arrive pas à s'en dépêtrer. À ce moment-là, on est à la limite, on n'arrive plus à descendre. On est à 100 ppm, on n'arrive plus à descendre. Donc c'est pas la peine d'en rajouter. Maintenant, si vous vous rendez compte que vous avez jeté par mégarde un verre de baccarat, bah, oui, alors évidemment, après ça, c'est difficile. En fait, sincèrement, différencier un bon sorocalcite d'un verre cristal n'est pas du tout évident. Il faut que la surface soit nickel pour la réflexion sur le cristal se voit. Mais c'est rarement ça, on voit rien. Donc c'est très difficile. Alors c'est un peu plus dense, mais il ne faut pas de toute densité dans sa cuisine. Hein. Ça a une sonorité, mais quand le verre est cassé, la sonorité, voilà. Donc voilà, bon, c'est pas une affaire d'État. Hein, de toute façon, jamais personne ne va mettre tout le service. L'ancien, pour beaucoup de gens, c'est les petites télé, ça c'était terrible. Normalement, ils n'auraient pas pu arriver dans ce cas-là. Pour des raisons ignorées, ils sont arrivés dedans. Une fois cassé, c'est très difficile de savoir. Donc les traiteurs de Cassin, dans le début des années 80, ils ont fait des derniers. Bon, ils ne savaient pas, hein. On a coulé quelques fours d'ailleurs aussi. Parce que alors la seule avantage du plomb, c'est qu'il a tendance à haute température à faire monter, mais même chose, hein, à se réduire, assez spontanément. Donc il se transforme en particules métalliques. Et du métal à 1500 degrés, 1300 degrés qui touche sur un réfractaire au fond, ça fait des trous. On a coulé quelques fours. Ouais. C'est fini ce temps-là, on va d'aller qui flotte. Je veux savoir si c'était possible de colorer de la même façon un verre en pseudo-classique d'un Pyrex. Ah, en principe, non. D'ailleurs, non, on n'a pas donné les mêmes couleurs exactement. Il y a des espèces qui vont donner les mêmes couleurs. Hein. Le cobalt, on va faire du bleu, d'ailleurs, ça se voit. Il y a dans le commerce du Pyrex bleuté, qui s'appelle des fois pas Pyrex, Marinette ou autre, qui est coloré au cobalt. Hein. Donc, mais par contre, il y a des couleurs qui changent parce qu'on a un borosilicate et pas un solo classique, et ça change. Ouais. Bah, typiquement, on aurait avec le nickel, on aurait un jaune extra. C'est mon beau Pyrex, c'est un peu dur à fondre. En calcin, est-ce que ça pose un problème? D'avoir du Pyrex dans le calcin, franchement, non, c'est pas tellement, vous n'avez pas besoin forcément de déverser tous vos objets en Pyrex dans un conteneur à verre, mais non, c'est du bore, du sodium et de la silice, on va les tolérer très bien. La silice, le sodium, il n'y a pas de souci. Les 2 ou 3, ça va le faire. Il va disparaître avec le reste. C'est pas un problème. Bon, c'est pas tellement recommandé, hein, mais c'est plus une question de principe. On incite les gens à mettre que les bouteilles, quoi, pour éviter les brûlures et autres. Non, là, les trucs qui nous posent vraiment un problème, elles ont plus ou moins disparu. C'était ce qu'on appelle une casserole vision. C'est les vitrocéramiques. Hein. Et alors là, pour le coup, des grains de vitrocéramique dans la sonde calcique, et ben, on les sort à l'état de grains de vitrocéramique dans le sonde calcique, dans la bouteille. Et au bout d'un certain nombre de recyclages, on finit par les faire disparaître. Non, la vitrocéramique est un verre extrêmement dur à fondre. Et une fois que c'est cristallisé, bon, ça fait des défauts, franchement. Alors les vitrocéramiques, non. Voilà. Mais les casseroles Vision ont pas eu un succès d'enfer, hein, donc il y en a plus beaucoup.
Puis on va mettre les tables de cuisson dans le conteneur à verre. Mais c'est la table de cuisson, c'est 97-98% de cristaux. Même si ça ne se voit pas, mais c'est transparent, mais c'est tout céramisé. Et c'est un verre qu'on fond à 1700 degrés. Hein. C'est autre chose que les 1500 sur le classique. 200 degrés de plus. Voilà.